Je dois me présenter aussi. Je suis André Liebig, je suis d'origine polonaise, je suis né en Angleterre. J'ai grandi au Canada, au Québec. J'ai fait mes études aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Je suis en Suisse depuis 25 ans. J'ai enseigné à l'Institut de haute études internationales et je me suis intéressé aux minorités à cause essentiellement de mon intérêt pour l'Europe centrale et orientale. Voilà, le sujet que vous m'avez demandé de traiter ici, c'est les minorités russes dans l'espace post-soviétique, avec une excursion peut-être sur le cas de l'Ukraine. Je suis très heureux d'être ici et de connaître l'existence de ce groupe de recherche que j'ignorais auparavant. Je commencerai donc avec un tableau des minorités russes qui compte près de 20 millions de personnes à travers l'espace anciennement soviétique. On en parle comme l'archipelago russe, qui est un peu ironique, puisque archipelago, c'est le terme que Solzhenitsyn a utilisé pour son goulag. On en parle aussi comme le diaspora russe. Je vais parler donc de Russes surtout, et puis par la suite, je vais essayer de traiter 3 études de cas, celui du Kazakhstan, de l'Estonie et finalement l'Ukraine. Avant de parler de Russes proprement dit, laissez-moi faire une comparaison historique pour voir avec qui on peut comparer le cas de Russes actuels. Il y a eu une immigration très importante vers la mère patrie, qui a laissé des poches musulmanes significatives, par exemple en Bosnie, en Bulgarie. C'était un processus extrêmement traumatique pour les personnes concernées et aussi prolongé. C'est un processus qui a duré un siècle, contrairement au cas soviétique qui était beaucoup plus soudain et inattendu. On ne comprenait pas que l'Union soviétique puisse se désintégrer, qu'ils se sont couchés un soir citoyens d'un pays, un grand pays, une superpuissance, ils se sont réveillés le lendemain, citoyens d'un autre pays qu'ils ne connaissaient pas. À la suite de la Première Guerre mondiale, d'une manière incompréhensible pour beaucoup de Hongrois, qui a laissé des poches hongroises dans les pays avoisinants, autrefois partie du royaume de Hongrie, qui existent encore toujours, ces poches hongroises, en Roumanie, en Slovaquie, même en Ukraine. Et là, l'analogie qui est souvent répétée, c'est celle d'une mère qui recule et qui laisse des poches et des débris derrière soi. Surtout ce qui unit ces cas à celui de la Russie et nous laisse comparer avec le cas des minorités russes dans l'ancienne Union soviétique, c'est le changement de statut très radical. Les Russes, comme les Hongrois ou comme les musulmans balkaniques, représentaient un peuple dominant qui tout d'un coup devient un pays dominé. Ce perte de statut est peut-être le facteur le plus significatif dans le profil des Russes à l'étranger aujourd'hui. Ils ont perdu de statut, leur langue reste prestigieuse, comme le hongrois reste prestigieux en Europe centrale, mais c'est à peu près tout ce qui leur reste de leur statut d'autrefois. Et ce qui est particulier au Kazakhstan et dans la plupart des anciennes républiques soviétiques, c'est que la conception soviétique de la nationalité a perduré. Même si elle a été abandonnée plus ou moins en Russie, elle a été reprise dans les anciennes républiques soviétiques, du moins partiellement. Au Kazakhstan, ceux qui ne sont pas kazakhs sont considérés russes. Ça veut dire les Slaves, les Ukrainiens, les Biélorusses, les Polonais, mais aussi des Juifs et des Allemands, parce que souvent ce sont des russophones qui s'attachent ou s'identifient avec la culture russe et donc sont considérés russes comme tels. Il y a des divisions aussi au sein de l'Ukraine concernant le passé soviétique en particulier, notamment l'affaire du Holodomor, la grande famine
ukrainienne des années 30, qui est perçue par les nationalistes ukrainiens comme une tentative stalinienne de génocide du peuple ukrainien, qui est vue à Moscou et par l'Est de l'Ukraine comme une tragédie sans doute auquel l'État soviétique a contribué, mais non pas comme une tentative d'élimination des Ukrainiens. Holodomor, évidemment, c'est un terme qui a été adopté pour rappeler Holocauste, et c'est l'Holocauste ukrainien dans la perception des nationalistes ukrainiens. C'est une controverse historique importante, mais une autre controverse qui a sailli dernièrement, c'est celle concernant la Deuxième Guerre mondiale, et notamment le rôle de l'Organisation des nationalistes ukrainiens, l'OUN, l'armée insurrectionnelle ukrainienne, et le leader historique, Stefan Bandera, qui est perçu comme un héros dans l'ouest de l'Ukraine et comme un anti-héros, comme un épouvantail dans l'est. À Lviv, il y a un monument à Bandera, un monument dans une place centrale avec des colonnes de 7 mètres derrière. Dans l'est de l'Ukraine, on ne trouverait aucun monument à Bandera. On trouve plutôt des monuments aux soldats de l'armée rouge qui ont péri durant la Deuxième Guerre mondiale, et ce culte de la Deuxième Guerre mondiale est aussi répandu dans l'est de l'Ukraine. Je pense que c'est moins subtil dans les pays baltes parce que la présence russe est plus récente et plus forte. Mais il y a une génération de jeunes baltes qui sont citoyens, qui parlent estonien ou letton, mais qui militent dans des partis russes. Et des partis qui sont d'ailleurs qui s'identifient comme des partis ethniques. Il y a des partis russes, je pense que le maire de Riga est justement d'un parti russe. Et ceci inquiète beaucoup les Lettons et les Estoniens qui disent, voilà, les Russes reviennent sous une autre forme et nous courons les mêmes risques que nous avons courus quand nous étions partis de l'Empire. Nous vous remercions. Merci.